Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. J'en profite pour vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on essaiera d'y répondre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivia, qui est Head of Design chez Crédit Agricole dans le studio Pixel, pour parler justement de recherche utilisateur et comment impulser la recherche utilisateur dans une organisation qui n'en a pas forcément l'habitude. En effet, aujourd'hui, on va dire que tous les product people s'accordent à dire que la connaissance des utilisateurs, leurs problématiques, leurs usages, les comportements sont la clé d'un produit réussi, mais toutes les entreprises n'ont pas encore atteint ce niveau de maturité. Et justement, comment on construit les fondations d'un produit et d'une conception centrée utilisateur dans une organisation qui n'est pas du tout familière à ça. J'imagine que vous rencontrez tous, ou vous avez en tout cas rencontré cette problématique dans votre quotidien. Et bien sûr, c'est aussi le cas d'Olivia et de son équipe. Et justement, on est là pendant 30 minutes pour qu'elle nous raconte comment elle et son équipe relèvent ces challenges quand on ose prononcer le mot de recherche utilisateur, comment on accompagne au changement. Pour vous présenter rapidement Olivia, elle rêve de pochettes de disques, d'affiches de festivals. Elle débute son aventure justement en tant que directrice artistique où tu collabores avec des labels de rock, avec des salles de concert. Et 20 ans plus tard, on te retrouve ici, où tu travailles en tant que Head of Design dans le secteur banque et assurance, on va dire. Donc j'imagine que vous qui nous regardez, vous vous dites « Ah oui, c'est quand même assez différent, c'est beaucoup moins sexy ». Mais Olivia, tu m'avais confié, ça apporte d'autres challenges qui sont passionnants, d'autres réflexions qui sont passionnantes. Et in fine, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air d'être un petit peu moins sexy, mais la créativité, le sujet qui nous intéresse, est toujours là. Et justement, comment ça se passe, vous, côté Crédit Agricole et surtout Pixel? Parce que j'ai cru comprendre que vous, vos utilisateurs, c'est pas les clients finaux, mais c'est plutôt les personnes... vos collaborateurs. Ouais, tout à fait. Alors, la research est un vaste sujet chez nous, donc justement, c'est ça qui va être intéressant à aborder. Donc nous, on travaille, effectivement, comme tu le dis, pour des collaborateurs internes. On travaille vraiment pour les métiers de Crédit Agricole sur la partie CIB, c'est la banque d'investissement. Donc on fait des applications pour faciliter leur quotidien. Et donc, aujourd'hui, le mot de recherche utilisateur, c'est un peu un mot complètement inconnu de ce monde-là. On n'est pas dans le cœur de métier. On travaille avec des gens qui sont plus dans des contraintes budgétaires, des contraintes de rapidement concevoir quelque chose. Donc quand on leur parle de recherche qui va potentiellement prendre du temps, si on prend la research dans le sens vraiment classique du terme, quand on veut le pratiquer en mode design, là on va faire peur à tout le monde. Donc du coup, nous, on essaye de trouver un peu un compromis, je dirais, entre comprendre nos utilisateurs, donc faire toute cette démarche pour comprendre leurs besoins, leurs irritants, leurs attentes, etc. Et rapidement produire des choses qui vont être un peu une base de discussion sur ce qui va être concrétisé sur la base de cette recherche. Donc ça se base pas mal sur le Lean UX finalement. On va rapidement chercher, poser des hypothèses, chercher des réponses et concrétiser des choses pour qui vont être l'objet d'une conversation et d'avoir un certain nombre de retours pour avancer de façon assez itérative. Donc on est plutôt sur des formats ateliers, ce type de choses que je développerai peut-être un peu plus loin aussi, quoi. Et donc justement, tu parlais de convaincre une entreprise, et là j'entends beaucoup dans le faire, dans le petit pas aussi. Exactement. On est beaucoup dans le faire, dans la méthode des petits pas, c'est-à-dire qu'on va avancer de façon vraiment itérative. Donc ça rejoint un peu la notion de discovery, donc c'est un peu ce qu'on veut mettre en place, typiquement, donc de cette démarche de vraiment de faire une recherche en continu qui va se baser à chaque fois sur des choses qu'on va récolter précédemment, sur lesquels on va rebondir pour continuer à avancer et construire un produit qui est une appli interne, mais qui reste néanmoins un produit de toute façon, quoi. Et justement, juste dans ta première réponse, tu parlais de temps, d'argent. Ouais. In fine, c'est quand même le nerf de la guerre. Et souvent, c'est un peu peut-être l'argument qui est opposé quand on parle de recherche utilisateur. On n'a pas le temps ou alors on n'a pas l'argent. Et justement, quelles sont les ficelles sur lesquelles on va tirer, en tout cas pour convaincre Alors, on va évidemment présenter dans les grandes lignes ce que ça va apporter, mais ça va pas suffire. Même si on montre la valeur que ça va apporter, en quoi ça va être efficace, etc. Bon, c'est bien sur le papier, mais ce qui va énormément jouer, c'est d'embarquer les gens et c'est aussi un peu de les faire pratiquer avec nous, quoi. Donc, c'est là où il y a tout un enjeu d'identifier, je dirais, les bonnes personnes, un peu des alliés, qu'on va faire monter à bord, donc potentiellement les PO, ça peut être les PM,
avec qui on va, je dirais, construire un peu cette notion de ce qu'on trouve dans le product trio. Ça va être aussi sur la partie tech, c'est très important parce que la partie tech, il faut aussi qu'elle comprenne pourquoi elle est amenée à derrière développer le produit tel qu'il a été conçu avec les utilisateurs. Donc, on va essayer d'identifier assez vite ses alliés qu'il y a toujours quand même dans une équipe produit pour un peu s'appuyer sur eux et les embarquer avec nous dans cette démarche d'atelier qu'on va co-construire aussi un peu avec eux. Donc ça permet d'avancer de façon un peu plus, je dirais, collaborative d'une part, mais aussi de façon, je dirais, un peu plus efficace aussi que simplement faire une recherche dans notre coin qui va être restituée et qui va pas être forcément comprise non plus, quoi. Ouais, ce que je comprends, en fait, c'est souvent peut-être que l'argument qu'on peut avoir de base, c'est-à-dire, ouais, mais ça nous fait perdre du temps dans un premier temps, mais ça nous en fait gagner par la suite. Exactement. Mais in fine, c'est peut-être pas juste ça qu'il faut dire, c'est aussi embarquer les équipes pour qu'elles soient aussi actrices. Exactement. Et qu'en fait, elles voient le temps qu'elles gagnent par la suite. Exactement. Et on a besoin de travailler comme ça parce qu'on a très peu de temps au final. Donc, le plus tôt on embarque les gens, le plus tôt on est un peu en mode équipe de recherche ensemble, le mieux on arrive à avancer et à montrer que ça a de la valeur au final, quoi. Et oui, justement, j'ai l'impression que c'est quand même clé, en tout cas chez vous, de comment on embarque les équipes, puisque peut-être que, en tout cas, By the Book, en tout cas, c'est peut-être plus quelque chose qui est réservé à des UX researchers qui ont des méthodologies, etc., etc. Mais ça, c'est peut-être pour des entreprises qui sont plus matures. Ah, complètement. Nous, déjà, sur la notion de product design, ou même si on parle d'UX, alors là, ça va. Voilà, on n'est pas du tout à ce niveau-là encore, hein. Aujourd'hui, faut savoir qu'un designer est considéré comme un peintre, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des belles maquettes, qui va vraiment être dans le delivery pur, mais au sens esthétique du terme, hein. Donc purement UI, mais à un niveau vraiment esthétique. Donc si on commence à parler de recherche, pour eux, c'est pourquoi on a besoin de faire ça? Nous, on a déjà toute la connaissance client. Qu'est-ce que vous allez nous embêter avec une démarche qui va prendre, selon vous, 15 jours, un mois, voire plus? Et justement, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Nous, on a déjà toute la connaissance client, qui est le nous, et comment on convainc aussi ce nous. Alors voilà, c'est là où c'est intéressant. En effet, pourquoi on a besoin d'identifier nos alliés et de travailler avec eux? Parce que très souvent, on va avoir des PO, voire des business analysts, c'est encore un autre niveau, c'est ce qu'on appelle des billets chez nous, qui vont arriver en disant, mais nous, on a déjà fait la recherche. On sait déjà qui sont nos clients, on sait déjà leurs besoins, on a fait des interviews, on n'a pas besoin de ça. Donc l'idée, c'est de, je pense, garder aussi une posture assez humble là-dessus, de ne surtout pas les effrayer en disant non mais nous on connaît le job, non arrêtez, on va reprendre tout votre truc, on va jeter à la poubelle et on recommence tout. Donc c'est justement peut-être leur dire ok, vous avez fait ça, on va regarder ce que vous avez fait, on va peut-être identifier ce qui manque comme information pour soit rechallenger des choses, soit aller chercher un peu plus loin, mais on va les embarquer avec nous. Et ne surtout pas arriver dans une posture où non, votre truc c'est nul, on recommence tout parce que là, d'entrée de jeu, toute la crédibilité elle est perdue et on n'a plus de légitimité et on peut plus rien faire. Et j'entends par là, c'est un peu comme le design, on s'adapte aussi à notre environnement. Exactement. Et j'imagine que parfois on a envie, ou du moins j'imagine en tout cas dans ton équipe, les designers ont envie que ce soit peut-être un petit peu parfait, etc. Comment justement on réussit à quelque chose à valeur quand... C'est une bonne question parce qu'en effet, il faut tout sauf être perfectionniste dans ces cas-là. Parce que comme j'expliquais, on est vraiment dans cette démarche d'itération continue. Donc c'est là où on reprend dans l'esprit un peu le discovery parce qu'on part du principe que rien n'est jamais sûr jusqu'à ce qu'on ait vraiment fait des tests utilisateurs vraiment poussés et qu'on ait un certain niveau de validation de nos utilisateurs. Mais en effet, il n'y a pas de perfection à avoir et ça aussi, c'est un message clé à vraiment faire passer à nos équipes produits. Parce que comme eux, ils nous considèrent comme des producteurs de maquettes, il y a souvent une attente de « ok, tu vas me présenter un truc, mais du coup, j'attends le truc parfait. » Alors que c'est pas du tout le cas. On va présenter des phases à chaque fois intermédiaires qui sont loin d'être parfaites, mais qui permettent de faire l'objet d'une conversation pour nourrir la réflexion et continuer à avancer. Mais ça, cette notion de perfection, elle est valable aussi bien pour l'équipe produit que, évidemment, pour les designers qui doivent un peu, faire le deuil de ça. Et justement, tu parlais d'ateliers, de comment convaincre, puisque là, c'est vraiment clé, en fait, comment on embarque une équipe. Parce qu'encore une fois, selon la maturité de ton équipe, en tout cas de ton entreprise, tu peux avoir des moyens un peu différents. Quand il y a peu ou pas de maturité, il faut accepter un peu le dirty. Et justement, comment on les accompagne vers ce deuil-là, d'un côté peut-être design, et comment on accompagne aussi les PM qui faisaient pas ça avant à le faire de manière plus systématique.
Alors, moi, clairement, je le dis, hein, c'est moche de dire ça, mais nous, on fait de la guérilla research. C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment en mode punk, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive et puis, on essaye d'utiliser quelques outils, quelques méthodos qui vont fonctionner. Nous, évidemment, personne n'est mature, il y a peu de temps, donc c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que on va avant tout, plutôt que faire de l'interview, faire des formats assez classiques, du focus group, ce genre de choses, on va vraiment privilégier de l'atelier, un peu dans l'esprit du design sprint. Encore une fois, c'est vraiment en les faisant pratiquer, en les mettant dans le bain, qu'on arrive à leur montrer que d'être dans une conversation avec les utilisateurs, de les faire co-concevoir avec nous, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir du feedback efficace et rapide. Donc on est vraiment dans ce fonctionnement-là qui justifie pourquoi c'est pas parfait. Mais ce qu'il faut leur montrer, c'est qu'on arrive rapidement à récolter des choses qu'on va concrétiser, qui vont nous faire avancer. Donc c'est principalement dans cette démarche-là. Donc c'est des ateliers très finalement actifs, quoi. En plus, on est sur des formats très courts de 2 heures. Hein. On peut pas faire des ateliers d'une après-midi, ça c'est complètement hypothétique. Donc capitaliser sur des formats de ce type-là, à condition d'avoir bien identifié ce qu'on veut sortir de cet atelier, ça va nous permettre de récolter un maximum d'informations assez clés finalement. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois on se lance dans la recherche mais sans vraiment baliser le terrain, sans savoir ce qu'on veut rechercher. Et parfois la recherche elle fait un peu blop parce que justement on n'a pas fait ce travail en amont. Comment vous le faites vous justement pour quel type d'atelier, quel type de persona, en tout cas de personnes? Alors c'est vrai qu'on va rester sur des choses en matière d'outils. On est beaucoup sur des petits modules de type interview qu'on peut faire très bien dans un contexte d'atelier comme dans un design sprint qui va permettre de comprendre nos utilisateurs, d'avoir un certain nombre d'informations sur leurs besoins, leurs attentes, etc. On va évidemment, comme on est sur des outils qui sont souvent en refonte, faire un peu des expériences maps, ce type d'outils-là qui vont nous permettre de comprendre là où ça pêche, là où ça fonctionne pas, pour identifier très vite des opportunités et très vite les embarquer dans cette réflexion qui va permettre d'aller un peu plus loin dans la conception derrière, quoi. Donc on va vraiment, je dirais, utiliser ce type d'outil-là. Après, évidemment, on va retrouver tout ce qui est persona, mais on va pas perdre trop de temps là-dessus, parce que c'est pas là-dessus qu'on est attendu. Bien sûr, pour les designers, c'est important, mais il y a ce que les designers vont faire de leur côté qui va être intéressant, qui va leur permettre de nourrir leur réflexion, et ce qu'on va présenter derrière, ce qu'on va faire avec l'équipe produit et ce qu'on va présenter aussi derrière à un niveau un peu plus haut à des sponsors qui, eux, sont complètement extérieurs à ça. Donc, il faut arriver à jongler entre les différents, je dirais, types de livrables qui vont avoir un rôle aussi pour évangéliser cette notion-là à différents niveaux. Sur une équipe produit, on va être sur des livrables qui vont être beaucoup plus, qui sont pas forcément des expériences maps, ce type de choses, mais qui vont être des livrables, des outils, même j'ai envie de dire, plutôt que des livrables, qui vont permettre de continuer cette démarche en mode discovery. Donc tout ce qui va être un peu, on peut avoir des OKR design, on peut avoir des arbres d'opportunité, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le principe. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est un arbre d'opportunité? Alors l'arbre d'opportunité, c'est vraiment, on va partir d'une vision produit, on va identifier les bénéfices que va devoir apporter ce produit à nos utilisateurs, mais aussi d'un point de vue business. Donc ça, c'est un exercice qui est très important à faire, qui est loin d'être le cas, nous, dans nos projets. Donc c'est des choses qu'il faudrait qu'on est encore en train d'y réfléchir. On n'a pas encore mis ça en place, mais qui permettent derrière de lancer un peu une démarche de discovery en continu et de légitimer un peu notre démarche de recherche, sans que ce soit quelque chose vu comme quelque chose de lourd et qui va être juste fait sur un moment en particulier de la conception du produit. Donc qui va être fait de bout en bout, quoi, comme on dit. De manière itérative. Et de manière itérative, exactement. Voilà. Par contre, quand on va communiquer avec les sponsors, on va pas leur parler de ces choses-là, parce que eux, ça va pas du tout leur parler. Il va falloir trouver un moyen de raconter une histoire autour de cette recherche qui va derrière être concrétisée sur peut-être un petit proto simple, mais qui reste encore un peu hypothétique, hein, qui n'est pas encore complètement figé, qui n'est pas parfait du coup, mais qui va permettre de montrer un peu le résultat de ce qu'a pu apporter cette recherche, tout en racontant une histoire. Alors, on ne va pas leur montrer des expériences maps non plus, parce que là, on est sûr qu'on va les perdre au bout de 15 minutes. On a tous fait l'erreur, hein. Moi je l'ai fait aussi, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas, et bien souvent même ça génère des frustrations, parce qu'ils perdent le fil et ils ne comprennent pas où on a voulu en venir, en fait. Et donc, si je comprends bien, en tout cas, comment on convainc une organisation de le mettre en place, c'est de convaincre avec des petits, en tout cas de la recherche de manière rapide,
mais régulière, pour tirer un peu, justement, pour montrer petit à petit qu'on a de la valeur qui en dégage. Exactement, et concrétiser, montrer du réel, du concret. Ça, dans ces organisations-là, avoir juste du post-it et du wording, typiquement, pour eux, ça n'a très vite pas assez de valeur. Donc ça peut, si on concrétise pas les choses derrière, que c'est pas où les gens sur lesquels peuvent se projeter, on va se retrouver avec des personnes qui vont nous dire bah non mais moi je comprends pas, du coup ça a pas de valeur, et on va avoir des personnes qui vont reprendre la research à notre place au détriment potentiellement du produit derrière, quoi. Et donc si je comprends bien, on imagine que vous avez eu le go, allez on essaye, en tout cas on teste une première recherche. Comment ça se passe chez vous? Vous avez le oui? In fine, maintenant, comment on fait pour la mener à bien, puisqu'effectivement, il y a un moment où il va falloir la restituer, il va falloir avoir les bons, en tout cas, leviers pour se dire, vous voyez, ça avait quand même de la valeur et de l'impact. Comment ça se passe, justement? On a un go et voilà, dans votre équipe, comment vous avancez? On n'a jamais vraiment un go pour la recherche, parce que nous, la recherche, c'est un peu un mot tabou. On ne peut pas parler de ça en tant que tel. On va l'inscrire dans une démarche globale d'intervention product qu'on va faire. Mais donc du coup, c'est pour ça que je dis que le concret est important, parce que comme on l'inscrit dans une démarche globale, ils savent que derrière, in fine, il va y avoir quelque chose de concret sur lequel ils vont pouvoir se projeter. Donc c'est souvent un proto, on va parler vraiment de proto, de maquette, etc. Sur lequel ils vont se projeter. Donc voilà, c'est ce qui fait que nous, en fait, on ne demande pas l'autorisation finalement. Parce que si on commence à parler de recherche et demander un peu l'autorisation, s'ils sont d'accord, si on peut le faire, on aura un non catégorique. Parce que pour eux, c'est trop flou. Ils vont avoir l'impression qu'on perd du temps par rapport au budget qui est alloué et le timing qui est alloué. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Donc, en fait, on prend les devants, on le fait. On l'intègre dans une démarche type. Et c'est en pratiquant avec eux, en les intégrant avec nous, dans les ateliers, dans ce petit product trio potentiellement, qu'on va petit à petit leur montrer, vous voyez là, c'est la recherche qui nous a permis d'en arriver là. Mais justement, des fois la difficulté, en tout cas qu'on a dans la recherche, c'est d'avoir accès aux utilisateurs. Parce qu'in fine, là, on est plutôt sur la co-conception après. Oui. Mais comment, si on ne demande pas, c'est un peu le paradoxe, parce que si on ne demande pas l'autorisation, des fois, on n'a pas accès à ce vivier d'utilisateurs. Oui. Et comment on fait justement pour... justement. C'est là où on ne demande pas toujours l'autorisation pour aller voir les utilisateurs. Et comment on fait? Là aussi, c'est en mode guérilla. C'est-à-dire que moi, on a déjà eu l'occasion, j'ai eu aussi l'occasion dans d'autres structures bancaires un peu similaires, où on organise un café. On a la chance de voir des utilisateurs internes. Donc, ils sont là, ils sont sur place. Ça, c'est déjà un élément positif. Donc, quand on sent qu'on a un PO qui veut garder un peu trop la main sur le sujet, qui veut un peu nous faire barrage ou qui veut garder le contrôle, et qu'on sent que il y a un truc qui va pas. Il faut quand même qu'on ait certaines convictions, qu'on aille plus loin. L'arme fatale dans ces campus, c'est on fait un café, on a accès, nous, à la liste des utilisateurs. Ça, c'est un coup de balle parce qu'on les a, les noms. On n'hésite pas, on les contacte. Et on y va, on va faire un café et on fait le truc vraiment en mode test, test en mode guérilla, ça c'est clair. On monte des choses et on essaye très vite de cibler ce qu'on veut, les réponses qu'on a besoin d'obtenir pour savoir si on va sur la bonne voie ou pas. Et ça, après, on le partage. Alors parfois ça se passe plus ou moins bien, il y en a qui peuvent le prendre très mal, mais globalement, quand les résultats sont vraiment intéressants, et c'est quand même le cas, on a justement aussi des PO qui nous disent « Ah mais c'est cool, en fait, ce serait bien qu'il y ait plus d'utilisateurs que vous soyez amenés à rencontrer. » Donc dans ces structures-là, faut pas être trop dans le process tout le temps. C'est pas bien ce que je dis, mais en même temps, on est obligé, sinon on n'arrive pas à bousculer, je dirais, certains fonctionnements qui sont encore trop ancrés et qui vont à l'encontre du produit et qui vont à l'encontre finalement aussi de l'utilisateur derrière. Et donc oui, est-ce que j'entends, alors là c'est vrai que vos utilisateurs ils sont chez vous, donc c'est quand même une chance, mais quand par exemple on n'a pas les utilisateurs qui sont à destination, en fait il y a des moyens détournés où on peut venir les contacter. Alors on voit des groupes Facebook, Facebook existe encore pour beaucoup de nos utilisateurs, on peut venir aussi, alors bien sûr c'est un peu crado le Friends and Family, mais il faut l'imaginer comme une première étape aussi, en se disant que en fait la bonne recherche peut-être qui soit celle dont on rêve tous, elle est compliquée à atteindre. Il faut en fait y aller petit à petit et montrer, démontrer, etc. Alors bien sûr pas de la guérilla si c'est pour si tu as une app de contenu audio et que tu vas dans une salle de cinéma.
peut-être pas les bonnes personnes à interroger, mais en tout cas, voilà, faire le deuil peut-être du parfait, effectivement, d'avoir une première démonstration qui soit qualitative, et in fine, enfin, de peu de bout en bout, en fait, la recherche s'installe et devient de plus en plus qualitative. Exactement. Nous, on est vraiment dans cette optique-là. On peut pas faire autrement. Sinon, ça veut dire qu'on accepte qu'on ait des PO ou des billets qui viennent et qui nous disent, bah voilà, j'ai fait un PowerPoint, ça correspond aux besoins de mes utilisateurs, vas-y, fais-moi la maquette. Sinon, on se retrouve à faire 3 pas en arrière. Donc, on n'a pas le choix. C'est vraiment cette démarche-là en interne. Et je pense que oui, comme tu dis, ça peut être valable aussi en externe. Il n'y a pas de raison. Il y a plein aujourd'hui de moyens qui nous permettent aussi d'aller sonder des gens, d'aller les chercher. Alors, c'est vrai que quand c'est externe sur des applis e-commerce, c'est plus compliqué. Parce qu'on cible des catégories de gens assez larges. Il faut pouvoir les... Mais bon, à voir. Et donc justement, la recherche est faite, vous la restituez, et tu disais en fait ton niveau de restitution n'est pas la même selon à qui tu t'adresses. Oui, je pense que c'est important parce qu'on a des gens qui sont plus ou moins, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Un sponsor va avoir un objectif de rendement, de s'assurer que ça tient dans les clous au niveau timing, et que ça répond potentiellement à des objectifs que lui il a en tête pour ses utilisateurs. Donc on va rentrer dans le détail de la research avec les outils. Eux, ça les intéresse pas du tout. Il faut aller à l'essentiel. Il faut leur parler avec des chiffres. Il faut leur parler en leur expliquant un peu tout le cheminement qui a été fait, d'où on est parti. La vision, est-ce qu'il y avait une vision produit qui a été identifiée ou si c'est pas le cas, c'est plutôt compliqué. Mais bon, parfois, on est dans des cas de figure comme ça. Mais il faut vraiment qu'on reparte du besoin utilisateur. Pourquoi donc à partir des besoins, des attentes, qu'est-ce qu'on a allé chercher? Qu'est-ce que ça permet aussi chiffrer un petit peu le retour que ça va apporter derrière pour l'entreprise et donc pour l'utilisateur aussi. Il faut qu'on leur parle avec des choses comme ça. Donc ça nécessite de raconter une histoire. Voilà. Par contre, sur les équipes produits, là, oui, il faut qu'on adapte un petit peu le discours parce que l'idée, c'est qu'on ne perde pas cette dynamique qui a été enclenchée et qui est néanmoins très, très fragile. Parce que rapidement, les choses peuvent rebasculer et on peut se retrouver... On est toujours menacé de redevenir des peintres, en fait. Donc, on est obligé de vraiment arriver à eux, leur proposer des outils pour qu'on les embarque dans une démarche continue en recherche, quoi. Et mon autre question, c'est comment on fait durer aussi la recherche dans le temps, puisque, in fine, des fois c'est du one-shot, mais le one-shot, c'est sur un périmètre, mais des fois on a des informations qui sont clés, qu'on a apprises, et donc on pourrait se resservir par la suite. Comment on fait ça? Et je regarde en même temps les questions, si on a des questions dans le chat. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment on fait ça? Alors, faut quand même avoir une base un petit peu, une base d'historique de cette recherche-là. Alors, nous, on est loin de faire de l'atomic research, ça tout le monde l'a compris, c'est pas, malheureusement, on n'en est pas du tout là. Donc après, aujourd'hui, nous, on va principalement, on travaille beaucoup avec tous les outils classiques, FigJam et compagnie, donc on va énormément se créer, par projet, on va se créer vraiment une base de données qui va concerner tous ces éléments d'atelier, de restitution, de recherche, qui va nous permettre de, je dirais, avoir un historique de tout ce qui est dit. Le problème qu'on a encore aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'améliore aussi, avec les équipes produits, c'est que c'est vrai qu'il y a encore cette tradition on a fini un produit, on sort un MVP, il se passe plus rien. Alors que là, il faut récolter du feedback. Il faut commencer à aller justement rencontrer les utilisateurs pour, ok, très bien, on a fait un MVP, vous êtes content, mais néanmoins, c'est pas parfait non plus, quoi. Et c'est ça encore qui manque aujourd'hui dans des structures comme les nôtres où il y a l'avant, le pendant, mais l'après, il va falloir aussi continuer. Et ça, c'est là où on a encore besoin, je pense, de mieux leur expliquer les choses et de les embarquer là-dedans, tout simplement, parce qu'on a tendance à être encore un peu exclus de ces choses-là. Et est-ce que toi, depuis que tu es donc chez Crédit Agricole, tu ressens en tout cas un changement de paradigme, en tout cas un changement Ça commence, mais c'est encore timide. Ça fait pas longtemps que nous on existe en tant que studio en interne là chez Crédit Agricole. Donc, mais sur des gros programmes stratégiques, on sent que quand une vraie démarche a été mise en place, il y a quelques sujets où on a vu que ça commençait à toucher les gens, mais c'est fragile, c'est encore fragile. Et justement, c'est quoi tes prochains challenges, en tout cas pour vraiment
en tout cas, instaurer de plus en plus la recherche. Je pense qu'il faut qu'on mette en place des outils, comme je parlais avec les équipes produits, qu'on soit plus juste sur ce côté qui est bien, Lean UX, où on produit, on avance, on itère, on est vraiment sur du concret. Il faut aussi que maintenant on arrive à cartographier, comme tu le disais, cette recherche pour qu'il y ait une vision assez claire des différents enjeux et qu'on soit capable aussi de continuer cette démarche-là après, une fois que le produit est sorti, et pas juste quand on a sorti le MVP en se disant c'est terminé. Je pense que ça, c'est les principaux enjeux. Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire avec l'équipe produit. Après, il faut qu'on arrive à aussi faire rayonner cette démarche-là à un niveau beaucoup plus haut, parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas très compris. Au design system, ils l'ont compris, mais ça, la recherche, c'est pas encore le cas. Donc, il y a aussi un enjeu, nous, en tant que niveau responsable, en tout cas de ce studio-là, d'aller davantage porter un peu, montrer les impacts positifs que ça a, quoi. Super. Et si je résume à peu près les conseils que tu as donnés, c'est d'accepter le petit pas, le fait que je pense que c'est le cas de tout le monde. On voit des choses autour de la recherche, on se dit wow, c'est extraordinaire. Moi aussi j'ai envie de faire ça sur mon produit, mais malheureusement la maturité de l'entreprise, du produit n'est pas forcément mature. Et des fois se contenter d'avoir une interview de temps en temps, de récupérer aussi des feedbacks sur les stores, par mail, etc. En fait c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. Et en fait accepter que ça prenne un petit peu de temps et surtout pas baisser les bras. Non. Parce que ça peut être aussi un peu frustrant de se dire mais moi, je veux parler à mes utilisateurs finaux. On me dit non, j'y arriverai jamais. Et en fait, peut-être de manière un peu insidieuse, c'est ce que tu dis, c'est que vous ne demandez pas forcément l'autorisation, vous le faites, et après, vous montrez que c'est ça. Tu parlais aussi d'inclure les équipes, que ce soit pas fait juste en silo, mais de les inclure aussi au bon moment. Je me souviens quand j'étais à France Télé, on faisait aussi, donc quand on commençait à mettre en place la recherche d'utilisateurs, ça s'appelait les popcorn, et en fait les équipes produits dev pouvaient assister au fait que quand nous on interviewait les utilisateurs, et juste ça en fait ça les inclut. Tu parlais d'ateliers, etc. Mais vraiment faire corps en tout cas que l'équipe soit aussi porteuse de cette recherche. Tout à fait. Oui. Parce que grâce à ça sera, tu t'appelais ça des alliés, mais effectivement, en fait, ne pas se dire, non, c'est la responsabilité du design, et donc les autres n'ont pas voix au chapitre. Au contraire, en fait, c'est comment on accompagne tout ça. Tu parlais de Lean UX, bien sûr, où faire, itérer, apprendre, etc. Et tu parlais aussi de l'importance, en tout cas, du storytelling, sur, effectivement... il faut raconter des histoires. Les gens aiment les histoires. La recherche utilisateur, c'est une histoire, c'est l'utilisateur. Donc, c'est l'histoire des utilisateurs. Mais par contre, l'histoire n'est pas entendue de la même façon si c'est des personnes qui sont habituées à ces histoires ou des personnes qui sont sur des niveaux un peu en tout cas un peu plus élevés. Et en fait, ils ne seront pas amenés à recevoir l'information de la même façon. Et donc, adapter son discours. Faire une restitution de recherche utilisateur, ce n'est pas forcément un repository qui est énorme. Ça peut être 2-3 slides qui sont hyper percutantes, où on se dit « Ah ouais, en fait, c'est trop bien, il faut qu'on continue ». Et la bataille finale, c'est vraiment de faire de la recherche en continu, c'est ce que tu nous disais. Oui. Mais effectivement, voilà, encore une fois, s'adapter à la maturité de notre produit, c'est important. Et voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit ou pas. Mais je pense que ça résume très bien. C'est parfait. Okay, super. Et on est parfait dans les timings. Merci beaucoup, Olivia. C'est sûr que c'est des sujets qui sont passionnants, sur lesquels je pense qu'on pourrait passer plus de temps. Et je pense que vous avez pas mal d'outils, si vous voulez commencer en tout cas la recherche utilisateur, que vous pouvez trouver aussi sur Internet, qui sont des petits canevas sur poser le pourquoi, poser le comment, etc., etc. Parce qu'encore une fois, la recherche, ça peut être très complexe et c'est super quand on est à ce niveau-là, mais au niveau de chacun, si on porte cette envie-là, on peut le mettre en place. Et voilà, ça fait très Heidi, mais voilà.